tous. Merci d'être venus assister à cette conférence. Merci à notre sponsor Mazar. Cher Monsieur Corsu, c'est un honneur de vous recevoir aujourd'hui. Je vous avoue que quand je pense à toutes les responsabilités que vous avez eues et toutes les personnes que vous avez rencontrées, je suis un tout petit peu impressionnée. Et c'est un euphémisme. En effet, après un parcours on ne peut plus classique, bon, tout de même réservé à une certaine élite, avant-le, Sciences Po ENA, vous avez accessoirement été directeur du Trésor public et gouverneur de la Banque de France. Rien de ça. Mais surtout, vous avez été à la tête du FMI de 1987 à 2000, soit pendant 13 ans, un record. En particulier si on prend en compte tous les événements qui ont eu lieu pendant cette période. Chute du mur de Berlin, effondrement du régime soviétique, crise de la Nouvelle-Russie et des pays asiatiques, sans oublier celle de l'Argentine ou encore la création de l'euro. Vous avez parfois été très critiqué pour avoir donné une impulsion libérale au FMI et avoir appliqué des politiques d'austérité dans des pays déjà en crise. Vous héritez du sympathique surnom de Frankenstein, donné par Jean-Luc Mélenchon. La rédactrice en chef adjointe du Monde diplomatique, Martine Bullard, portera également un jugement acerbe sur votre action dans un article au titre évocateur, Les fourberies qui en dessus, accusant le FMI d'avoir plongé dans le chaos la Russie puis l'Argentine en leur imposant des réformes monétaires et fiscales très strictes. Mais vous répondez à ces critiques en rappelant que le FMI est le bouc émissaire idéal. Dernier prêteur en cas de crise, les gouvernements sont souvent tentés de le tenir pour responsable des mesures de redressement trop tardives et impopulaires. Ces critiques et le contexte de vos mandats vous feront cependant dire que vous n'avez pas été l'architecte que vous auriez voulu être à la tête du FMI, mais un simple pompier. C'est du moins le bilan que vous tirez lorsque vous démissionnez en février 2000. Mais pendant ces 13 années tumultueuses, vous avez surtout eu l'occasion de sillonner le monde, essayant, tant bien que mal, de combattre les déséquilibres financiers, de concilier politique monétaire et solidarité, d'aider à votre manière les régimes... d'aider à votre manière les régimes en crise dans le but d'atteindre une stabilité économique à l'échelle planétaire. Dans le cadre de vos actions, vous avez côtoyé tous les grands de ce monde. Vous relatez ces entrevues de Thatcher à Reagan dans vos mémoires, la scène de ce drame et le monde. Vous dites avoir rencontré des saints tels que Jean-Paul II ou Baudin de Belgique, mais aussi des héros et des sages tels que Mandela. Depuis, vous avez eu de nombreuses responsabilités, travaillant sur des sujets aussi variés que l'accès à l'eau ou l'encadrement de la rémunération des traders. Vous déclariez déjà en 2002 « Le monde sait très peu se réformer sans crise, et quand il y a une crise, il se réforme très peu. » Quel propos pourrait être plus d'actualité? En 2004, vous avez rédigé un rapport intitulé « Le sursaut vers une nouvelle croissance pour la France » qui préconise entre autres la suppression des 35 heures, la réglementation du SMIC ou le non-remboursement d'un fonctionnaire sur deux. Tiens, ces propositions me rappellent quelque chose. Ah oui, elles ont toutes été reprises par Nicolas Sarkozy, qui parlera d'ailleurs de ce rapport et de son livre de chevet. Ce qui est sûr, c'est que vous avez toujours agi avec la même conviction. Vous le rappelez au début de votre livre, la foi chrétienne tient une place essentielle dans la vie. Est-ce la recette miracle? Je ne sais pas. Mais vous êtes porteur d'un message d'espoir qui fait du bien à entendre. Vous êtes persuadé que l'on peut changer les choses grâce à une valeur, la fraternité. Dans la conclusion de votre dernier livre, vous évoquez les amis de bien. Il y a chez eux, quelle que soit leur position sociale ou leur croyance, une efficacité insoupçonnée pour rendre le monde meilleur. Peut-on dire alors que vous avez tenté d'être un homme de bien? Merci pour votre attention. Je vous souhaite à tous une excellente conférence. Merci Laure pour cette introduction. Alors, on va commencer une série de questions avec votre bilan, M. Camp-Dessus, à la tête du FMI, donc le bilan de vos 3 mandats. Et en fait, notre première question concerne ce que vous avez fait au FMI. Donc, votre action au sein du FMI s'est articulée autour du renforcement de la surveillance du système monétaire et financier, de la réduction du surendettement des pays, mais aussi celle des arriérés du FMI, de la lutte contre la pauvreté,
Vous ne commencez pas par une question facile. Désolée. Écoutez, je n'ai pas encore la réponse dans ma tête, mais elle va probablement venir après le propos préliminaire que je dois tenir. Vous savez, le Fonds monétaire international est une de ces grandes institutions mondiales créées à la fin de la Seconde Guerre mondiale, vous savez tout ça, avec un seul but essentiellement qui était le plus jamais ça. Il s'agissait de faire en sorte que s'il devait y avoir une grande crise mondiale, type 28-29, et nous sommes là, faire en sorte que la communauté mondiale réagisse d'une manière qui, au lieu d'être une course solitaire de chacun pour soi, soit capable d'inventer des réponses coopératives, régler ensemble, tous ensemble les problèmes. C'est ce qui d'ailleurs s'est appelé depuis le multilatéralisme. Et donc, on a voulu avoir une institution monétaire qui soit en fait une sorte de caisse de crédit mutuel. Vous connaissez bien les caisses de crédit mutuel, la caisse de crédit mutuel des nations. Chacun mettant dans la caisse, dans le pot commun, une partie de ses réserves de change, à l'époque c'était l'or et les devises, essentiellement le dollar, et une gestion collective de ce pot commun en faveur des pays en difficulté. En considérant que, comme les crises de balance des paiements sont par définition temporaires, si on apporte vite un secours au pays en difficulté, avec des conditions définies pour assurer son redressement le plus rapide possible, eh bien, le pays en bénéficiera évidemment, mais surtout l'ensemble de la communauté mondiale évitera les effets de contagion et évitera que la crise se généralise. Donc, la caisse de crédit mutuel des nations est en quelque sorte une assurance anti-crise et normalement un lieu où la communauté mondiale se prépare un destin meilleur. Bon, alors, elle fonctionne comme ça, fondamentalement. Évidemment, la nature des crises a beaucoup évolué depuis 1945 à nos jours. 1945, en réalité, il ne s'agissait pas du tout d'une crise de balance des paiements. Il s'agissait de reconstruire le monde et en particulier l'Europe. Et donc, pendant plusieurs années, le Fonds monétaire international n'a pas fait grand-chose. En revanche, la Banque mondiale, qui avait été créée en parallèle pour reconstruire l'Europe avant de devenir la Banque du développement du monde, la Banque mondiale a été à ce moment-là très sollicitée. Puis, plusieurs crises, alors de balance de paiement se sont succédées et le Fonds monétaire a été de plus en plus appelé à lui faire face et progressivement, sans que ce soit écrit nulle part, il est devenu l'institution à laquelle on s'adresse quand il y a de l'imprévu. Et c'est là que Laure l'a évoqué il y a un instant, quand le mur de Berlin tombe, personne ne s'y attend, on se tourne vers le FMI. Quand la crise de la dette apparaît insoluble, dans les années 80, on va dire au FMI, tirez-nous de là. Quand la crise asiatique se déclenche en 97, même chose. Et nous venons de voir que lorsque la crise de la dette souveraine en Europe apparaît, alors là, l'Europe est très fière, très sûre d'elle-même, donc on crée une troïka, mais le Fonds monétaire est là-dedans. Ça marche plus ou moins bien, peu importe. Alors, de toutes ces missions, et en particulier de celle que vous avez évoquée, la nécessité de trouver une solution particulière pour tirer d'affaire les pays les plus pauvres, très endettés, le problème du financement des pays en transition, à la chute du mur de Berlin, quelle est la plus difficile?
honnêtement, je ne sais pas. Celle qui m'a donné le plus de mal, personnellement, celle pour laquelle j'ai dû m'engager le plus, c'est certainement pour amener le monde à reconnaître que le Fonds monétaire doit avoir des instruments privilégiés, hors du commun en quelque sorte, pour aider les pays les plus pauvres, surtout lorsqu'ils sont très endettés. C'est ce qu'on a appelé la création de la facilité d'ajustement structurel renforcé, ce qui vous montre d'ailleurs que le Fonds monétaire a beaucoup de qualités, mais qui n'a pas un don très grand pour le marketing de ces instruments. Aller appeler un instrument décidé pour les plus pauvres facilité d'ajustement structurel renforcé, c'était au départ lui associer un boulet de contre-publicité assez lourd, mais peu importe. Alors oui, le plus difficile a été ça, parce qu'il a fallu amener les grands pays occidentaux à dégager des ressources de type budgétaire pour accroissant leur aide critique au développement, pour faire en sorte que le Fonds monétaire puisse prêter à taux zéro et à des conditions beaucoup plus longues que les conditions dites monétaires aux pays les plus pauvres. Alors ça a été un exercice très très difficile qui a très bien marché au point que des pays très pauvres ayant bénéficié de ce type de financement ont voulu ensuite eux-mêmes, puisque ça les avait aidés à se redresser, ont voulu eux-mêmes participer au financement de cette affaire dans des proportions très importantes. Donc voilà, ce qui est très difficile, c'est chaque fois, vous rencontrerez ça dans votre vie professionnelle, ce qui est difficile, c'est lorsqu'il faut sortir des sentiers battus et faire comprendre au monde que le monde change, et qu'à un monde qui change, il faut des instruments de solidarité renforcés, meilleurs, différents. Et je peux dire que, c'est là que votre question était pertinente, c'est que la mission la plus fondamentale d'un directeur d'une institution de ce genre, c'est précisément ça, c'est essayer de percevoir, et il ne peut pas le faire seul, ce qui change profondément, et face à ce, sans trop tarder, le percevoir sans trop tarder, et à partir de ce moment-là, convaincre le conseil d'administration, tout le monde, où le monde entier est rassemblé, et les autorités derrière le conseil d'administration, c'est-à-dire les gouvernements du monde, à accepter de changer aussi leur méthode de travail, leur approche, et parfois de brûler ce qu'ils ont adoré. Alors, vous êtes arrivé à la tête du FMI il y a quasiment 18 ans, jour pour jour, le 18 décembre 86, dans une période... 87, pardon. Dans une période, vous l'avez dit, le contexte était quand même clairement marqué avec le néolibéralisme qui avait quand même les ailes, en tout cas qui sentait pousser des ailes. Il y a une formule de Margaret Thatcher que vous relatez dans votre livre La scène de Sodrème et le monde, qui est ne prétendez jamais donner de leçons aux banquiers. Est-ce que c'est un petit peu ça en fait la phrase clé, ou en tout cas l'état d'esprit des années 80 quand vous arrivez à la tête de l'institution, ce néolibéralisme affiché qui parfois vous posera des problèmes justement pour trouver des compromis avec vos interlocuteurs? Je crois que cette phrase de Margaret Thatcher, Never lecture the bankers, je l'entends encore. Cette phrase de Margaret Thatcher est intéressante parce qu'elle était très symptomatique de ce qui était l'état d'esprit des chefs de gouvernement, qu'ils soient de droite et de gauche, c'est ça qui est extrêmement intéressant. C'était l'idéologie dominante du moment, dans le monde. Et Thatcher, me disant cela, ne faisait au fond qu'exprimer le point de vue de ceux qui, à ce moment-là, gouvernaient le monde. Un mot sur le contexte, je raconte ça longuement dans ce livre parce que cet entretien m'avait beaucoup frappé, mais le contexte est celui-ci. On était en pleine crise de la dette des pays émergents. Mexique, Brésil, Argentine, mais aussi pas mal de pays africains. Et nous nous étions rendus compte que les solutions qui avaient
qu'on essayait de faire marcher jusque-là de rééchelonnement de la dette des pays les plus pauvres ne marchait pas, ne réglait pas le problème. Pourquoi? Parce que il y avait un effet de boule de neige de la dette et de ses intérêts qui faisait que la perspective d'une sortie de la dette devenait de moins en moins vraisemblable. Et donc, après avoir beaucoup réfléchi avec mes collaborateurs et les gens qui dans le monde suivaient cette affaire, je me suis convaincu qu'il fallait accepter de prononcer le mot qu'aucun dirigeant bancaire, financier ou gouvernemental de l'époque ne voulait entendre. Ce mot, c'était non pas rééchelonnement de la dette, mais réduction de la dette. Alors, il a fallu préparer le terrain, etc. Et un jour, je me suis risqué, oui, je le dis, à prononcer devant un grand auditoire de financiers à Washington ce mot pornographique. Debt reduction. Nous devons réduire la dette, nous n'y arriverons pas par le rééchelonnement. Alors, ça a été très mal reçu, évidemment, il y a eu pas mal de turbulences, mais c'était tellement une évidence que ce mot pornographique, 6 mois après, était devenu un article du catéchisme, n'est-ce pas? Mais il restait à convaincre quelques personnages clés, et en particulier les banquiers privés, dont réunis normalement dans ce qu'on appelle le Club de Londres. Et donc, un jour, j'ai été à Londres pour les rencontrer et pour leur dire, écoutez, ne cherchez pas à différer, il faut que vous le fassiez. D'ailleurs, vous avez provisionné toutes ces dettes, là c'est le moment de le faire, et comme ça, vous resolvabiliserez vos clients et vous ferez de nouveau des affaires avec des gens avec qui vous ne pouvez plus en faire. Bref, je fais un discours pour les banquiers, et il se trouve que Thatcher apprend que j'étais à Londres, et elle me fait dire qu'elle voulait me voir. Alors elle me reçoit, je raconte un peu le personnage que c'était. Moi j'avais dans ma tête ce que le président Mitterrand avait dit, n'est-ce pas, que Mme Thatcher a le sourire de Marilyn Monroe et le regard de Caligula. J'explique dans mon livre que c'est pas vrai, pas exactement, en tout cas pour ce qui est très du regard. Et quant au sourire de Margaret Thatcher, c'était une question de fraction de seconde de temps en temps. Mais, en effet, elle me dit, alors qu'est-ce que vous allez faire à Londres? Vous savez que depuis que les conservateurs sont au pouvoir, on n'a plus besoin ici du Fonds monétaire international, comme nos prédécesseurs avaient dit, n'est-ce pas? Je dis, évidemment, mais que... Et un peu innocemment, je lui dis non, je ne suis pas venu pour vous prêcher l'orthodoxie financière, mais je suis venu demander aux banquiers de réduire la dette des pays en développement. Je n'avais pas fini ma phrase, elle me dit never lecture the bankers. Les banquiers savent mieux que vous ce qu'ils doivent faire. Il n'appartient pas à la puissance publique, qu'elle soit nationale ou internationale, de donner des indications, des ordres, des instructions aux banquiers. Alors évidemment, un débat s'instaure entre nous, elle reste sur cette position, moi sur la mienne, et finalement elle finira par accepter que les banquiers britanniques fassent de la réduction de coûts. Mais pourquoi cette phrase est-elle symptomatique? Parce qu'elle montre, elle est quintessentielle de ce qu'est le néolibéralisme. Le néolibéralisme, c'est Adam Smith, évidemment, la main invisible du marché, mais elle seule. Alors que dans Adam Smith, quand vous lirez la richesse des nations, vous l'avez peut-être déjà lu, il est clair que la main invisible du marché, c'est important et c'est central, mais ça doit être modéré en quelque sorte par des préoccupations éthiques, le sens du bien de la communauté dans laquelle on vit, le sens d'une certaine justice, etc. Les néolibéraux, Hayek, Friedman en particulier, vous disent que finalement la main invisible produirait des effets encore meilleurs, et puis si elle était débarrassée de ces préoccupations de type éthique. Et donc, ne parlons pas de justice sociale, ne parlons pas du souci de la communauté, laissons la main invisible du marché faire son propre travail, et que surtout l'État ne s'en mêle pas,
Et là, vous aviez la vieille devise du grand camarade de Margaret Thatcher, Ronald Reagan, qui s'était fait élire sur un programme qui était « L'État n'est pas la solution, il est le problème. Débarrassons-nous de l'État ». Voilà quel était le contexte. Je n'ai jamais été de cet avis, m'en déplaise au monde diplomatique. J'ai toujours pensé, et en cela vous reconnaîtrez ce qui était en réalité le concept d'économie sociale de marché qui s'était développé en Europe au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. J'ai toujours pensé que l'économie ne peut pas marcher sur une seule main, fût-elle invisible. Elle est indispensable, la main invisible. On n'a rien inventé de mieux que le marché pour régler les transactions ordinaires de l'économie. Mais il faut deux autres mains. Il faut la main de justice de l'État. Il faut un État capable de réguler, d'encadrer le marché, de poser des règles qui empêchent que le renard ne règne dans le poulailler, pour employer des expressions très courantes à l'époque. Et il faut une troisième main, qui est la main de la solidarité. Parce que dans une économie qui se globalise, dans toute économie d'ailleurs, si on écarte la solidarité, le don, à côté du tri, eh bien, il y a quelque chose qui manque. Aujourd'hui, alors que l'avenir du monde dépend de l'avenir de la femme africaine, par exemple, et du rôle qu'elle jouera dans l'économie africaine dans les décennies qui viennent, eh bien, vous ne créerez pas des écoles pour les jeunes filles en Afrique, dans des zones rurales éloignées, si ce n'est avec du don. Le marché ne financera jamais ça. Et donc, il faut les trois mains. C'était la réponse que je faisais à Margaret Thatcher. Donc, toujours en parlant d'idéologie, est-ce que vous pouvez dire qu'il y a une idéologie du FMI quand toutes ces années vous en mettiez à la tête? Enfin, je m'explique. Vous évoquez dans votre livre vos premières rencontres avec Boris Eltsine, et celui-ci mentionne Solzhenitsyn, qui lui-même compare l'arrivée de l'Ouest en Russie à une nouvelle gangrène spirituelle. Et donc, la question c'est, est-ce que dans votre différentes missions, vous avez rencontré ce problème du néocolonialisme, cette appellation de donneur d'ordre qu'on vous a donné? Du néocolonialisme ou de néolibéralisme? Ça peut être les deux d'ailleurs. Peut-être. Peut-être de donneur d'ordre qui est lié au fait d'appliquer des mesures typiquement aussi occidentales à des pays qui ont peut-être une autre façon de penser. Écoutez, ça pour le coup non. On peut dire qu'il y avait sur le chalet au Fonds monétaire international une idéologie sous-jacente. C'était en effet l'économie libérale, puisque l'institution se voulant purement technique à l'époque, eh bien, elle faisait ce que la majorité, le très large consensus de ses membres recommandaient. Avec les gens qui m'ont accompagné, nous avons été d'une opinion différente. Et il nous a semblé que même en gardant le cap d'une rigueur véritable en matière économique, parce qu'on ne règle pas les problèmes dans la facilité, nous devions avoir en permanence comme orientation le souci du développement humain intégral. Et donc, on revient au jeu des trois mains. Certes la main du marché, certes la main régulatrice de l'État, mais aussi le souci des plus pauvres. Et ce qui, entre nous, écarte totalement, je crois, la critique du néocolonialisme. Mais le vrai débat derrière votre question, c'est celui de la conditionnalité. Et je sais que je l'ai eu en particulier avec ISI. Revenons à la caisse de crédit mutuel dont je vous parlais tout à l'heure. La caisse de crédit mutuel telle qu'elle existait dans notre campagne en France au siècle dernier, telle qu'elle existe encore à travers le crédit mutuel ou le crédit agricole dans ses interventions provinciales ou locales, c'est toujours le même principe. Il y a une caisse
dont chacun est le membre, l'actionnaire en quelque sorte, et qui est là pour prêter aux gens en difficulté. Mais on ne prête pas sans regarder ce qui va être fait de cet argent. Cet argent doit servir à redresser la personne ou le pays en cause. Pourquoi? Parce que s'il ne le redresse pas, la caisse commune ne sera pas remboursée et elle disparaîtra. Donc, il faut des conditions. Toute la question est de faire en sorte qu'elle soit ce qui est nécessaire et ce qui est suffisant, et pas plus. Et c'est pour ça que, au fil des années, maintenant il y a 70 ans que ceci fonctionne, le Fonds monétaire, comme la Banque mondiale d'ailleurs, et d'ailleurs les différents fonds européens, ont appris ce qui marche et ce qui ne marche pas, et les conditions auxquelles leurs prêts doivent être soumis. Alors, si vous êtes un chef de gouvernement qui a passé sa vie jusque-là à refuser, par exemple, l'équilibre budgétaire, limiter l'endettement extérieur, à continuer à financer ses petits camarades plutôt que le bien commun, ce chef de gouvernement-là refusera de reconnaître les conditions que vous posez et fera l'impossible pour retarder le moment où il devra passer à la caisse de crédit mutuel. Et du coup, le Fonds monétaire est accusé d'être la pire des choses imaginables. En fait, son métier est d'abord de dire la vérité au gouvernement, leur dire pourquoi ça ne va pas chez eux. Ce que les gouvernements détestent. En fait, le Fonds monétaire est le porteur de mauvaises nouvelles. Et vous avez assez lu de livres d'histoire pour savoir qu'à travers l'histoire du monde, des origines à le jour, on a toujours lapidé le porteur de mauvaises nouvelles. C'est la raison pour laquelle la popularité du Fonds monétaire international n'a jamais été aux élites. Oui, il y a eu des gens qui ont eu des mots très très durs, notamment le président Moubarak, qui, lorsque vous le rencontrez, vous demande si le FMI ne serait en fait le sigle pour Fonds meurtrier international, ou encore Fonds international de misère. Et vous avez vraiment reconnu que parfois il y avait une insuffisance d'efforts pour aider les plus pauvres, avec l'absence d'encouragement à l'épargne, un soutien trop faible au niveau des exportations des pays soutenus par le fonds. Comment vous avez réagi face à ces attaques très violentes et dans une époque où finalement peu de gens ont valorisé votre action? Comment vous avez fait pour, entre guillemets, pour garder votre crédibilité face à ces gens qui vous démontaient en permanence? Écoutez, d'abord, le propre de l'outrance, c'est de se détruire elle-même, n'est-ce pas? Et quand le président Moubarak m'a dit ça, en tombant le torse et roulant les mécaniques, il ne m'a pas été difficile de lui dire, sur un ton beaucoup plus calme que le sien, Monsieur le Président, vous vous comprenez. Et si vous voulez travailler avec le Fonds monétaire international, il faudra peut-être que vous ayez de lui une image plus sereine, faute de quoi il sera difficile d'établir le nécessaire partenariat. Et il a compris assez vite et on a fini par faire affaire. Mais bon, Moubarak, c'était Moubarak, il était un peu comme ça, il croyait qu'il suffisait de chercher à impressionner les gens pour que ceux-ci se laissent impressionner. Yeltsin avait essayé ça aussi, mais peu importe. Non, vous savez, quand ceci vous arrivera dans votre vie professionnelle, quand vous acceptez un job, surtout quand vous ne l'avez pas cherché, comme ça a été mon cas, quand vous élit pour un job, eh bien, vous avez la possibilité de dire oui ou non. Si vous dites oui, il faut le faire en pleine conscience de ce qui vous attend. Si on vous élit directeur général du Fonds monétaire international, sachez que si vous faites votre devoir, vous serez très rarement populaire et beaucoup de journaux, pas seulement le monde diplomatique, diront que vous êtes tout ce que vous voudrez. Mais c'est comme ça. Ça fait partie des fonctions qu'il faut... Enfin, des risques du métier. J'ai reçu des tartes sur la figure. Autrefois, une fois la crème, autrefois la fraise. Bref, c'est comme ça. Mais je préférais me promener sans garder du corps parce qu'il me semblait que, bon voilà,
ce sont les risques du métier, il faut les accepter et autant que possible rechercher le dialogue, la rencontre, l'explication. Et s'il y a quelque chose, vous l'avez peut-être remarqué, parce que vous avez apparemment lu le livre très attentivement, s'il y a quelque chose qui pour moi a été absolument central, et j'appelle votre attention là-dessus pour vos expériences personnelles à venir, c'est la recherche du dialogue vrai dans la rencontre. Aucune avancée n'est possible s'il n'y a pas cette recherche-là de la vérité et de la rencontre. Alors ça ne marche pas toujours, mais les meilleures solutions viennent toujours d'une rencontre en vérité et d'une loyauté l'un vis-à-vis de l'autre. Est-ce que j'ai répondu tout à fait à votre question? Je me suis peut-être embarqué par mon discours. Non, ça va? Non, je suis très satisfait. Justement, pour parler en vérité, si vous deviez refaire, en fait, si vous deviez passer en revue votre bilan du FMI, vous feriez tout comme avant. C'est la question que je vous pose, parce qu'on voit effectivement que parfois le FMI a pris des décisions dont on peut douter. Par exemple, avant votre élection, lors de la crise argentine, c'est que le FMI a imposé des mesures qui étaient des mesures de rigueur quasi intenables pour le pays. Est-ce que vous pensez que le FMI n'a pas été trop dur avec certains pays pauvres? Qu'en pensez-vous? Feriez-vous la même chose? Alors, vous m'interrogez sur ce qui a été fait avant moi. Ça, je ne me prononcerai pas. Vous me demandez mon bilan. J'attendrai plutôt le jour du jugement dernier pour le savoir. Où je pourrais aussi vous faire la réponse de Schweinlein. Vous savez qu'un jour, on a demandé à Schweinlein, qui était le ministre des Affaires étrangères de Mao, on l'a interrogé sur la Révolution française. Et il a répondu: ah, la Révolution française, c'était il y a 200 ans, c'est peut-être un peu tôt pour en faire le bilan. Mon séjour au Fonds monétaire, c'était il y a 13-14 ans. J'ai tendance à penser que ce n'est pas tellement trop tôt. Moi, j'ai quelques idées claires, mais quand même, peut-être qu'il faudra attendre un peu que les patients finissent de se calmer pour en débattre. Non, je vais vous dire quel est fondamentalement ce que je regrette. Et je prends, pour dire ça, les mots que Jacques Delors a employés lui aussi pour juger son propre séjour, son propre passage au ministère des Finances, où j'étais son directeur du Trésor. Eh bien, Jacques Delors dit: j'avais envie d'être architecte, j'ai été pompier. Et en effet, Jacques Delors a été le pompier qui a permis, au printemps 1983, de faire un U-turn, comme disent les anglo-saxons, un virage à 180 degrés de la politique économique de François Mitterrand pour aller vers ce qu'on a appelé la désinflation compétitive. Eh bien, moi, je ne me compare pas à Jacques Delors, qui est simplement un ami et qui a été pour moi un patron que j'ai énormément respecté. Mais oui, j'aurais voulu aussi être plus architecte que je n'ai été pompier. Or, ce livre le raconte, j'ai été de crise en crise. Et nous avons été les pompiers, de crise en crise. On a fini par les régler moins vite qu'on l'aurait voulu, souvent, parfois en nous trompant sur la thérapeutique, en étant soit trop ferme, soit pas assez. Vous savez, on se trompe 7 fois par jour quand on est injuste, et ce n'est pas mon cas. Tout ça est très ici, mais enfin, oui, on a fait ce travail de pompier et on a fait en sorte, par exemple, que la crise asiatique, qui avait tout pour devenir une crise mondiale, soit contenue très rapidement. En revanche, je n'ai pas réussi à faire au Fonds monétaire international le travail d'architecture qui aurait été nécessaire. Et ici, je me réfère à la réforme du système monétaire international. Vous connaissez assez l'histoire pour savoir que le Fonds monétaire international a été créé autour d'un système centré sur le dollar comme monnaie encre
du système, que, avec la guerre d'Indochine en particulier, et les déséquilibres croissants de la balance des paiements des États-Unis, ce système dollar s'est effondré, et on a créé un nouveau système de flottement contrôlé des monnaies, mais le système de Bretton Woods proprement dit avait disparu. Notre devoir était de rechercher à créer un autre système universellement accepté et crédible. Nous avons essayé, tant que nous avons pu, jamais nous n'avons réussi à obtenir le consensus, en particulier des grandes puissances, pour une réforme qui reste à faire. Et c'est là que, même si nous avons été de bons pompiers, de bons urgentistes, comme le disait il y a quelque temps au cours d'une conférence comme celle-ci un médecin, nous n'avons pas fait ce que j'aurais aimé faire en matière d'architecture du système monétaire international, et je serais enchanté de vous en parler davantage si ceci fait partie de vos questions. Un souci d'architecture, et c'est vrai que dans ce livre, on sent chez vous, à travers tous les chapitres, un relatif sentiment d'impuissance parfois dans la vitesse notamment d'exécution des politiques mises en place dans l'ensemble des pays aidés. Est-ce qu'au final, vous considérez que le FMI était un peu à l'époque un colosse au pied d'argile et qu'il n'a pas pu remplir sa mission, en tout cas la mission que vous auriez aimé remplir avec lui? Je vous répète que oui, nous n'avons pas été en mesure de faire une réforme du système monétaire international qui peut-être nous aurait évité la crise que nous connaissons aujourd'hui. Mais ce n'est pas un colosse au pied d'argile, c'est un colosse fondé sur des statuts, sur la loi internationale, et donc à cet égard, il est bien enraciné. Le problème, c'est que pour prendre des décisions majeures, comme par exemple une réforme du système monétaire international, il faut qu'une majorité très grande, presque une unanimité du monde, le suive. Et là, pour le coup, nous n'avons jamais trouvé, en particulier du côté des grandes puissances, des États-Unis en général, parfois de l'Allemagne, le soutien qui aurait été nécessaire. Vous savez, quand vous gérez une grande monnaie, le dollar ou le benchmark à ce moment-là, l'idée d'avoir à terme une monnaie mondiale concurrente et qui finalement dominerait le système, c'est une idée qui vous est très désagréable et que vous avez tendance à trouver complètement farfelue ou inutile. Or, c'est le manque précisément de cette caisse commune ultime pour régler la liquidité mondiale qui a fait que la crise de 2016 s'est déclarée après une période où, pour mille raisons, les États-Unis ont surirrigué en liquidité l'économie mondiale, ce qui a permis de faire tout ce que vous savez du côté des subprimes et les désordres qui ont précédé cette crise. Et donc, oui, il aurait fallu pouvoir le faire. Le Fonds monétaire était l'endroit pour le faire, et tout le monde le reconnaît aujourd'hui encore, mais encore faut-il que le monde le veuille, et que l'opinion publique mondiale oblige les gouvernements à l'accepter. Ce n'est pas encore le cas. Mais le problème va se poser, et est en train de se poser de nouveau, et si nous voulons éviter la prochaine crise qui est peut-être au coin de la rue, il serait urgent de s'y coller. De façon plus terre à terre, en fait, vous avez effectué 3 mandats successifs à la tête du FMI, et vous avez démissionné de vos fonctions en 2000, avant la fin de votre mandat. Pour quelle raison? Voilà. Donc vous invoquez des velléités de retraite provinciale, je cite, et un certain épuisement après les crises asiatiques. Alors voilà, on voulait savoir la raison. Vous venez de les donner. Mais je peux même expliquer un tout petit peu plus, d'autant que les pays en développement continuent de me reprocher d'avoir mis fin à mes fonctions avant la fin de mon 3e mandat. En réalité, nous étions fin 99, je ne songeais pas
à rester jusqu'au bout de mon mandat ou au-delà. Je n'avais pas d'idée, j'avais des questions immédiates qui me préoccupaient beaucoup plus. Un beau jour, les représentants des pays en développement, au Fonds monétaire, sont venus me voir, comme ils venaient le faire souvent. À d'autres moments, c'était le G7 qui venait. Bref, je ne me méfiais pas et ils viennent me voir. Je croyais que c'était pour parler d'une réunion ministérielle prochaine. Au bout de 2 minutes, ils me disent écoutez, on n'est pas venu vous parler de conjoncture mondiale, on est venu vous demander si vous accepteriez qu'on présente votre candidature pour un 3e mandat. Alors là, je suis tombé ému, évidemment, je ne m'attendais pas du tout à cette offre, qui d'ailleurs, en passant, vraiment des pays en développement montre que le Fonds monétaire n'avait pas dû être si néocolonialiste que ça pendant mon séjour. Ils m'ont donc obligé à réfléchir et le soir même, avec mon épouse, on s'est posé sérieusement la question et après avoir parcouru le monde comme je l'avais fait pendant ces 13 ans, après avoir eu à affronter continuellement des situations assez extrêmes, nous nous sommes dit qu'un mandat de plus serait le mandat de trop, ne serait-ce que pour ma santé personnelle. Et donc, comme par-dessus manché envoyé à ce moment-là que les 2 années suivantes seraient, en termes de conjoncture mondiale, des années assez positives et assez faciles en quelque sorte, je me suis dit qu'il vaudrait mieux, au contraire, partir tout de suite pour que mon successeur ait quelques mois devant lui de sérénité, de tranquillité pour prendre ses fonctions et apprendre le métier. Et donc, quelques temps après, j'ai dit aux représentants des pays en développement que j'avais décidé au contraire de raccourcir mon mandat. Et là, ils n'ont pas été contents. Mais c'était une décision en mon âme et conscience. C'est vrai que vous avez eu quand même 13 ans bien remplis, avec, on a vu tout à l'heure, des rencontres fortes avec les plus grands dirigeants du monde, les dirigeants africains, européens, le pape Jean-Paul II. Est-ce que vous pourriez nous donner peut-être vos plus belles rencontres et également celles qui ont été les plus compliquées, les plus tendues durant vos 13 années d'exécution FMI? Écoutez, les plus belles, c'est facile parce que je les vis encore comme des moments majeurs ou formidables de ma vie. Vous les avez d'ailleurs cités déjà. Il y a 2 hommes qui m'ont semblé au-dessus du lot. L'un, c'est Mandela, et l'autre, c'est le pape Jean-Paul II. Mandela, parce que c'est une personnalité rayonnante, c'était une personnalité rayonnante d'assurance, c'était un homme qui s'était à ce point pacifié lui-même qu'il était devenu un homme de paix et probablement le seul homme capable de dire aux Sud-Africains noirs « Nous ne nous vengerons pas. Nous avons toutes les raisons de nous venger, nous sommes majoritaires, nous allons gouverner ce pays, mais nous devons démarrer sur ce principe, pas de vengeance, réconciliation. » Alors, quelqu'un qui est... Et chez lui, ce n'était pas un discours tactique, ce n'était pas un discours de convenance pour être bien vu, c'était sa conviction profonde. Et j'ai eu avec lui, j'ai eu la chance de le connaître, de le rencontrer à des moments où le dialogue entre nous s'est instauré et où j'ai pu l'aider. Je crois le Fonds monétaire a pu l'aider considérablement. Et donc, pour moi, c'est une chance formidable d'avoir rencontré cet homme et je le tiens pour certainement l'homme politique le plus exemplaire du XXe siècle. Le pape Jean-Paul II, à sa manière aussi, moi je ne l'ai pas connu comme chef de l'Église catholique, je l'ai connu comme patriote polonais. Parce que cet homme qui avait déjà, lorsqu'il était archevêque de Cracovie, commencé à secouer le régime polonais avant même la chute de Berlin,
lui qui a joué un tel rôle pour ébranler le mur et contribuer à sa destruction, ne serait-ce que par son message qui a permis à Solidarité de trouver les arguments et sa propre justification. Cet homme-là, j'ai senti d'abord la formidable puissance aussi de sa personnalité, son charisme personnel, l'authenticité de sa parole, mais sa parole de Polonais. Il voulait que je donne de l'argent à la Pologne, parce que les Français s'étaient mal conduits avec la Pologne en 1939 et qu'il fallait réparer. Évidemment, je n'étais pas cet avis, je lui ai dit qu'on ne pouvait que prêter au nom de la caisse commune. Et nous avons eu un échange vraiment, ça on l'a vu plusieurs fois, mais nous avons eu en particulier, 15 jours avant la chute du mur de Berlin, un dialogue très vif, mais c'était d'une personnalité, d'un rayonnement personnel tout à fait exceptionnel. Je l'ai rencontré aussi tout à fait à la fin de sa vie, et là on sentait que c'était un homme qui vivait une sorte de martyr par fidélité à ceux qui croyaient à sa mission. Donc voilà 2 hommes au-dessus de l'autre, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Et alors, je ne parle pas peut-être, il faut que je vous parle maintenant des gens que je n'ai pas beaucoup aimés. Écoutez, dans ce livre, je n'ai pas trop voulu dire du mal. Alors, vous allez peut-être me le reprocher, et je vais vous répondre que ce reproche de ne pas dire du mal des autres, on l'a fait aussi à Mandela. Et Mandela réplique à cette objection en disant « Ben oui, je suis comme ça, il ne faut pas m'en vouloir, et finalement je m'en trouve très bien. » Voilà, je vous fais donc la même réponse que Mandela. Mais en même temps, je peux quand même vous dire qu'il y a eu des gens avec qui je me suis discuté plus qu'avec d'autres, et puis il y en a avec qui je n'ai pas réussi. Nous n'avons pas. Quand je dis je, c'est nous, évidemment, parce que j'ai travaillé avec une équipe extrêmement soudée de collaborateurs, et l'institution elle-même, Fonds monétaire, et aussi qu'on le reproche, est très très cohérente, solide, ordonnée, et il y a dans cette institution un dynamisme de professionnalisme, de discipline collective qui est quelque chose hors du commun, qui est dans ce qu'il y a de mieux dans les traditions de la haute administration française. Alors oui, l'homme avec qui je n'ai pas réussi, par exemple, c'est Mugabe, le président du Zimbabwe, qui n'a jamais voulu, enfin, nous nous sommes rencontrés plusieurs fois, mais la magie de la rencontre à laquelle je crois beaucoup, là ne s'est pas opéré, et il est toujours resté sur ses convictions qu'il fallait mieux qu'il reste dans son coin, qu'il utilise ses propres méthodes, et que finalement il s'appliquerait mieux comme ça. Ce n'est pas vrai, mais enfin c'était ses convictions, et il était le chef d'État de son pays. Il y en a d'autres que je suis heureux de ne pas avoir rencontré, un homme comme Pinochet par exemple. Non, je ne crois pas que nous ayons pu faire affaire ensemble, mais voilà, alors pendant tous les épisodes, oui, il y a quelqu'un, un autre chef d'État avec lequel je n'ai pas réussi à avancer, c'est Loukachenko, le président de la Biélorussie, Bélarus aujourd'hui. Là, le Fonds monétaire n'a pas pu les aider, et c'est un pays où la transition vers l'économie de marché a été la moins avancée, la moins profonde des pays de l'Est. Merci. Vous avez évoqué Jean-Paul II. Je vais revenir un peu plus tard pour parler de votre engagement au chrétien. Et juste avant, très brièvement, pour conclure en fait votre bilan à la tête du FMI, finalement, qu'est-ce qu'un directeur général du FMI? Un économiste? Un consultant? Un diplomate? Voilà. Un consultant, un économiste, il faut qu'il le soit, parce qu'il ne fera que de l'économie qu'il essaiera d'humaniser tout au long de son temps. Un consultant aussi, parce que le Fonds monétaire a tellement accumulé d'expérience avec 180 pays pendant 70 ans. Enfin, quand je suis arrivé, il y en avait 150, puisque les pays de l'Est n'avaient pas encore rejoint. Mais enfin, prenez
150 pays que vous examinez année après année, sur lesquels année après année vous devez porter un jugement au nom de la communauté internationale, il y a dans la mémoire de cette institution une sagesse collective, l'expérience de beaucoup d'échecs et de quelques réussites qui fait qu'en effet, votre métier est de mettre en commun cette expérience pour que d'autres pays en bénéficient le plus possible, et donc passer votre temps à voyager et aller d'un à l'autre, comme une abeille qui cultive beaucoup de fleurs et qui finalement aide la fertilisation croisée. Alors oui, peu consultant, quoi d'autre? Quel est votre troisième pôle? Diplomate. Diplomate, il vaut mieux l'être, oui, parce qu'on manipule de la dynamite. Je dis manipuler la dynamite parce qu'en général, comme le Fonds monétaire vous amène à regarder la vérité de votre situation, ce qui fait de lui, je le disais tout à l'heure, un messager des mauvaises nouvelles, eh bien, il vaut mieux présenter convenablement le diagnostic et après ça, évaluer aussi finement que possible la réalité de la situation, les marges d'action qu'a un pays et convaincre le pays de ce qui est probablement un optimum pour lui, en sachant bien qu'on peut toujours se tromper et qu'il ne s'agit pas d'imposer quelque chose, mais il s'agit de dialoguer pour trouver ensemble une solution. Donc, diplomate, oui, aussi. Alors, comme l'a dit Mathilde, on va revenir brièvement sur votre engagement chrétien, qui est très important dans l'ensemble des mandats que vous avez pu occuper. Vous avez mis en avant cette relation avec, en tout cas, cette rencontre avec Jean-Paul II, le patriarche polonais, mais également, on sent dans le livre, le respect de la force de cet homme et de sa spiritualité. Aujourd'hui, on a un pape François qui est considéré comme le pape des pauvres. J'aurais aimé savoir ce que vous pensiez de ce nouveau personnage dans l'Église et peut-être des avancées quelconques que vous pourriez attendre de lui. Écoutez, j'en pense le plus grand bien, mais je ne suis pas le seul d'ailleurs. C'est certainement le pape le plus populaire de l'histoire. Ce n'est pas parce que j'ai dialogué avec Jean-Paul II que ma foi chrétienne a été importante dans tout ça. Vous savez, on est ce que l'on est. Moi, je ne me connais pas autrement que chrétien. Je suis chrétien à ma naissance et j'ai été éduqué dans cette religion, comme d'autres sont élevés dans l'islam ou dans le bouddhisme, et j'y ai trouvé à la réflexion énormément de valeurs nécessaires si on veut faire d'une société, du monde une société bonne où chaque homme ait sa place. J'ai trouvé dans l'enseignement social chrétien, par exemple, des principes majeurs de gouvernance du monde. J'y trouve par exemple le respect fondamental de la dignité humaine, la recherche du bien commun, l'option privilégiée pour les pauvres, la destination universelle des biens, le primat de la paix sur les conflits, la paix comme autre nom du développement, tout ceci qui est reconnu comme étant le cœur de l'enseignement social chrétien, tout ceci, vous voyez, ce sont des éléments qui, s'ils sont mis en pratique, et ça n'est pas souvent toujours le cas, peuvent contribuer à un monde meilleur. Et donc, autant que je l'ai pu, je m'en suis inspiré, mais en sachant très très bien que le monde est ce qu'il est. Et très souvent, on a tendance à dire que les chrétiens ne doivent pas s'occuper de la politique, par exemple, parce que la politique, c'est le pourri. Eh bien, paradoxalement, l'enseignement chrétien vous dira il faut s'engager dans la politique. Il y a même un pape qui a dit l'engagement politique est la forme supérieure de la charité. On y prend des coups, évidemment, et on doit mettre les mains dans le cambouis.
mais Bernanos, François Mauriac disait qu'il y a des gens qui n'ont pas de cambouis sur les mains, mais c'est parce qu'ils n'ont pas de main, n'est-ce pas? Eh bien, voilà, voilà ce qu'a été pour moi le christianisme. J'ajoute qu'il y a beaucoup de valeurs essentielles à l'humanité qui sont chrétiennes sans en porter le nom. Et je ne vous en cite qu'une, parce que c'est le message probablement central de mon livre. Et je l'ai mis un exergue du livre. Savez-vous, vous souvenez-vous de ce qui est dit à l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme? Vous connaissez ce texte de décembre 1948 qui énumère une magnifique liste des droits de la personne humaine, droits politiques, économiques, sociaux. Mais cette liste est précédée d'un article 1er. Et à cet article 1er, qui dit en quelque sorte la condition qui gouverne tous ces droits qu'il s'agit de promouvoir, il est dit qu'il y a un devoir, un seul devoir, que tout être humain doit respecter parce qu'il est homme ou femme, c'est celui d'agir en toutes choses dans un esprit de, quelqu'un le sait, fraternité. Eh bien, voilà, la fraternité, évidemment, pour les chrétiens, c'est un peu à soi. Les hommes sont les exemples du Fils de Dieu, des filles de Dieu, et donc entre frères et sœurs, il n'y a pas de question. La fraternité est le devoir normal. La Déclaration universelle des droits de l'homme ne fait pas de théologie, elle ne vous dit pas d'où vient ce devoir, mais elle vous dit que si vous voulez vivre en société, et que cette société soit harmonieuse, organisée, respectueuse des droits de chacun, eh bien, la clé, c'est un seul devoir, le devoir de fraternité. Eh bien, voilà en quoi, pour moi, où se trouve la pointe, en quelque sorte, de mon engagement. Si je devais dire ce que j'aimerais faire plus si je retravaillais au Fonds monétaire international, entre nous, ça serait un peu trop, eh bien, je dirais oui. Chaque jour, demandons-nous si nous avons un peu fait avancer la fraternité. Parce que vous expliquez bien l'esprit et la foi qui vous habite, mais concrètement, comment est-ce que vous avez vraiment mis votre foi au service de votre mission? Est-ce que le fait d'être chrétien a eu un réel impact dans votre travail de directeur général de FMI, ou est-ce que vous deviez tout simplement tous les jours faire le choix du moindre mal? Écoutez, honnêtement, je ne sais pas qui je serais si je n'étais pas chrétien. Je ne sais pas. Peut-être que je serais un voyou, peut-être que je serais un roi-type, peut-être que je serais... Je ne sais pas qui je serais. Mais ce que je sais, c'est que, oui, tous les jours, je me suis demandé est-ce que nous en faisons assez? Est-ce que ce que nous faisons est bien pour les pauvres, par exemple? Est-ce que les mesures que nous prenons contribueront à améliorer les équilibres mondiaux, à faire en sorte qu'il y ait moins de souffrance dans le monde? Oui, je crois que tout ça a été constamment présent dans ma vie, mais bon, il se trouve que ceci m'était sujet à ma conscience chrétienne, mais j'ai eu la chance extrême d'avoir une équipe de 3 collaborateurs que j'ai eu la chance de choisir. L'un, c'était l'ancien professeur de macroéconomie au MIT, Stan Fisher, c'est un juif. L'autre était un hindouiste, et le troisième un musulman. Nous étions tous les 4, chacun animé de notre propre foi. Nous ne nous y référions pas dans nos conversations entre nous, mais mus par nos propres convictions, nous aboutissions à cette recherche constante d'un mieux pour tous les hommes. Et je crois que c'est ça finalement la pointe importante. Ce n'est pas tellement, je ne crois absolument pas à un projet qui serait de rendre le Fonds monétaire ou la Banque mondiale, ce que vous voudrez, plus chrétien. Ce que je crois, c'est que l'avenir du monde
l'évolution du monde vers une société meilleure dépend en effet de l'engagement de chacun, quelle que soit sa conviction, qu'il soit croyant ou qu'il ne le soit pas. C'est un peu ce que le poète Éluard disait dans la rose et le réséda, celui qui croit au ciel et celui qui ne croit pas, travaillant ensemble et poursuivant le même combat. Alors, vous avez également coécrit un livre qui s'appelle Chrétiens face à la crise, en compagnie d'un certain nombre d'intellectuels. Dans cette crise qu'on traverse, parfois considérée comme économique, sociale, morale, une crise des valeurs, quel rôle le chrétien, ou en tout cas l'individu religieux, juif ou musulman, quel rôle cet individu a-t-il à jouer aujourd'hui dans la réflexion sur notre société et les succès qu'on peut attendre de diverses réformes ou de ce qu'on peut changer tout simplement dans notre pays? Écoutez, encore une fois, c'est pas seulement les chrétiens, c'est pas seulement les croyants, c'est tous les hommes et les femmes de bonne volonté qui sentent qu'on est là pas seulement pour son petit épanouissement personnel, mais que notre épanouissement personnel passe par l'amélioration du monde autour de nous. Passe par une action, oui, inspirée par cette recherche du bien commun, de la fraternité. Alors chacun, avec son propre background religieux, peut être plus ou moins porté vers cet objectif, mais je connais beaucoup de gens qui ne sont pas, qui se considèrent comme agnostiques, qui eux aussi veulent, travaillent avec ardeur et formidable dévouement vers le bien commun. Alors, l'essentiel, c'est qu'il faut tous s'y mettre, tout ça, parce que la tâche est lourde. Mais, cela dit, personnellement, en effet, la référence chrétienne m'a énormément aidé à y voir plus clair et à ne pas me décourager face à des situations que vous avez évoquées tout à l'heure. Je crois même qu'il y a une sorte de fraternité entre deux vertus. La vertu de fraternité et la vertu d'espérance. C'est parce que l'on sait que l'on travaille dans un esprit de fraternité qu'on peut espérer un monde meilleur, et c'est parce qu'on espère un monde meilleur qu'on s'engage encore plus avec un esprit de fraternité dans les combats du monde. Et il faut, je pense, c'est vous maintenant qui entrez, comme on dit dans la Marseillaise, dans le combat, quand vos aînés n'y seront plus. Il faut, je pense qu'il faut savoir que chacun a un rôle, chacun a une responsabilité, chacun a quelque chose à faire pour rendre le monde meilleur. Ce n'est jamais facile, mais il y a en tout cas, et parlant à des économistes comme vous, je le dis avec beaucoup de force, il y a je crois, une grande synergie entre l'action pour le bien commun et la réussite économique. Il n'y a pas de réussite économique si on veut faire l'économie de la solidarité, de la gratuité, du don. Ce n'est pas possible. Le système s'effondre. Il s'effondre parce que les plus pauvres deviendront encore plus pauvres et un jour ou l'autre, ils renverseront la baraque. En revanche, si on est capable de les soutenir assez pour recréer un espoir, eh bien, on ira vers un monde plus prospère, plus égalitaire peut-être, mais où chacun se sentira mieux et aura plus de chances de réussir. Et donc, j'appelle votre attention sur cette synergie entre l'espérance, la fraternité et l'efficacité économique. Merci. L'heure tourne. Nous aimerions aussi vous poser quelques questions sur ce que vous pensez de certains sujets d'actualité. Avant de passer aux questions du public, nous aimerions savoir notamment votre avis sur le conflit Ukraine-Russie. Donc un nouveau mur finalement se dessine. Vous qui avez vu la chute du mur de Berlin, qu'est-ce que vous pensez de cet affrontement? C'est très grave. Et je dis tout de suite que c'est aussi un échec
dans les conséquences lointaines de notre échec ou de notre réussite seulement partielle dans la reconstruction de la Russie et de l'Ukraine. La Russie a finalement été tirée d'affaire. Ça a pris du temps, ça a pris 10 ans au lieu de 5 pour les autres pays en transition. Et elle était dans un état de tel délabrement et l'aide occidentale a été si chiche, si mesurée que la Russie a finalement gardé un sentiment d'humiliation assez profond de cette traversée du désert qui a été complétée les années 90, avant que, avec l'aide de la remontée des prix pétroliers d'ailleurs, elle se retrouve en 2000, au moment où Poutine est arrivé au pouvoir, dans une situation lui permettant d'accéder à une autonomie complète par rapport à l'aide internationale et de se recréer son propre avenir. Mais à ce moment-là, évidemment, ne serait-ce que pour recréer la fierté nationale, on a abouti à une situation où la Russie a eu tendance à revenir aux vieux rêves impérialistes des tsars et à vouloir se constituer autour de la Russie, comme on dit, une espèce de glacis d'alliés ou de sujets, et parmi lesquels l'Ukraine était un élément clé. Ceci aurait probablement pu être évité si nous avions été un peu moins pingres à leur égard, et si nous avions su maintenir un dialogue un peu plus ouvert, alors qu'ils avaient l'impression que l'Ouest cherchait au contraire à les menacer, que l'OTAN multipliait les bases à leurs frontières, etc. Et l'Ukraine est donc devenue un enjeu de pouvoir entre l'Ouest ou l'Occident et la Russie. On en est venu donc à la crise que vous connaissez aujourd'hui. C'est une crise très grave. Elle exacerbe les pulsions nationalistes en Russie et elle, s'accompagnant de la baisse du prix du pétrole et des sanctions occidentales contre les coups de main russes dans son voisinage, eh bien, on est dans une situation où la Russie connaît aujourd'hui une crise de change et une crise financière qui s'apparente singulièrement à celle que nous avons connue en 1998. Le rouble, comme vous le savez, est en chute libre. Tout ceci, alors on vous dira avec un peu de cynisme que ceci va amener Poutine à mettre de l'eau dans son vin. C'est possible, mais il est bien évident qu'il y a probablement mieux à faire que de rester dans ce climat de guerre froide. Mais là aussi, dans toute négociation, il faut être deux qui se font confiance, deux qui se rencontrent, et les conditions de la rencontre semblent être très difficiles. Alors, vous l'avez dit, il y a la montée d'un nationalisme en Russie, mais chez nous, en Europe de l'Ouest, il y a également une montée de l'europhobie et des gens qui se tournent vers des formations plus souverainistes, ou en tout cas qui refusent la direction qui a été prise il y a déjà plusieurs décennies. Deux points, qu'est-ce que vous auriez à dire à ces gens qui doutent du système qui a été mis en place depuis plusieurs années? Et d'autre part, est-ce que vous pensez du système de l'intégration monétaire, de l'intégration économique? Oui. Et d'autre part, est-ce que vous pensez que les dirigeants ont pris la mesure justement de la complexité des défis mondiaux qui s'offrent à eux dans la période actuelle? Écoutez, c'est difficile à dire, mais ils sont pas idiots et ils se rendent bien compte, je crois, de ce qui se passe. Il y a quand même une nuance, c'est que les évolutions sont extraordinairement rapides et que le paysage change à toute allure. Je vous donne un exemple avant de revenir au fond de votre question. Par exemple, toutes ces dernières années, tout le monde s'est réjoui de voir que l'Afrique allait beaucoup mieux, par exemple, et qu'en grande partie,
c'était ces ressources naturelles qui permettaient et la montée des prix des matières premières, pétrole en particulier, qui lui ouvrait des perspectives. Et la conférence de Lima sur le climat s'est ouverte dans cette perspective d'une possibilité de voir les pays en développement aller mieux, etc. Et avec le problème difficile de savoir comment réduire l'utilisation de l'énergie fossile. Bien. Mais qu'est-ce qui se passe depuis quelques semaines, depuis quelques mois? C'est que le prix du pétrole chute. Et il est passé de 110 ou 115 $ le baril à près de 60 ces derniers jours. Eh bien, ceci bouleverse totalement la donne énergétique et pétrolière du monde. Et il est tout à fait clair, lorsque vous regardez les travaux de la conférence de Lima, qu'on n'a pas intégré encore dans les raisonnements de ceux qui nous gouvernent cette formidable variation de ce seul chapitre, les prix de l'énergie. Ce n'est qu'un exemple. Mais que dire alors sur le fond? Est-ce que nos dirigeants sont conscients? Je pense qu'ils le sont. Est-ce qu'ils ont le courage de tirer les conséquences de tout cela et d'orienter leurs décisions dans le sens du bien commun européen ou mondial? Ça, c'est tout à fait différent. Certains oui, d'autres non, d'autres plus ou moins. Ma conviction personnelle, en tout cas, c'est que ce qui a été fait par les deux générations précédentes en termes d'intégration européenne, y compris cette première mondiale absolue qui est la mise en commun de la puissance monétaire, la dernière des choses imaginables avec l'intégration militaire, eh bien, c'est là un acquis formidable de la communauté, enfin de l'Europe. Ceci, même si ça doit être amélioré, même si il faut rendre moins bancal le système de l'euro en lui donnant sa jambe budgétaire pour qu'il fonctionne convenablement, il y a là un acquis qui doit normalement non seulement servir à plus d'efficacité économique à l'Europe, mais doit servir aussi à l'efficacité économique au niveau mondial. N'oublions jamais que l'Europe a été créée, rappelez-vous la déclaration de Robert Schuman le 10 mai 50, pas seulement pour se redresser et pour éviter les conflits meurtriers qu'on avait connus jusque-là, mais aussi pour faciliter le développement économique de l'Afrique. Une dernière question avant de laisser la parole au public. Vous avez devant vous des jeunes destinés à occuper des fonctions dirigeantes, que ce soit au sein d'entreprises, au sein de l'administration publique. Est-ce que vous avez un message à nous faire passer pour notre parcours futur? Très brièvement. Très brièvement. Écoutez, non. Vous le savez bien vous-même, parmi toutes les invitations qui me parviennent d'aller parler ici ou là, j'ai toujours les rencontres avec les étudiants dans les classes prépa ou dans les universités ou dans les grandes écoles. Pourquoi? Parce que les gens de ma génération ont le devoir de mettre à votre disposition, je ne dis pas de transmettre parce que vous en ferez ce que vous voudrez, mais de mettre à votre disposition l'expérience que nous avons pu avoir. J'ai écrit ce bouquin d'une part pour rendre justice à mes anciens collaborateurs du Fonds monétaire international qui sont si injustement critiqués, mais surtout pour que tout le monde, et en particulier les jeunes, sachent comment ça se passe. J'ai beaucoup... il m'a semblé que j'avais eu le très grand privilège de négocier avec les plus grands personnages de ce monde,
eh bien, j'ai voulu ouvrir les portes capitonnées de ces bureaux présidentiels pour expliquer comment ça se passe, comment on discute à ce niveau-là, et je raconte ça d'une manière presque sténographique, parce que en sortant de ces réunions, j'avais l'habitude d'écrire sur un carnet, il m'a dit je les lis, il m'a dit je les lis. Je raconte ça comme ça parce que il me semble que vous allez vers un monde difficile, c'est sûr, mais il ne faut pas que vous soyez intimidés, il faut que vous sachiez que vous avez en vous-même tout ce qu'il faut pour apporter votre contribution à la construction d'un monde plus fraternel, meilleur. Et donc, si j'ai quelque chose à vous dire, c'est qu'en effet, soyez bons professionnels, parce que c'est comme ça. Il faut être bon dans le métier que l'on veut faire, et soyez sans peur, laissez votre imagination s'exprimer, n'ayez pas peur de dire ce que vous pensez, et à partir de là, travaillez en équipe, faites confiance, entrez dans le dialogue, entrez dans la rencontre, et vous verrez que ça marchera, et que le monde a besoin de gens comme vous. Merci. N'ayez pas peur, c'est une très jolie formule et c'est ce que je vous demande maintenant parce qu'on va passer aux questions du public. Alors voilà, qui n'a pas peur? On va faire passer le micro progressivement dans le film. Vous êtes un héros parce que la première question est toujours la plus difficile. Merci. Bonjour monsieur. Il y a quelques mois, les pays des BRICS ont constitué une réserve de devises et un fonds de développement. Et ma question est assez simple en fait. Est-ce que c'est pas un désaveu et une sorte de petite lutte qui va se créer entre ce nouveau fonds de développement et le FMI ainsi que la Banque mondiale? Très bonne question. C'est vrai que ce fonds est en train de se créer pour un montant très important, 100 milliards de dollars. Et 100 milliards de dollars, ça compte. Hein, à l'échelle ce sera donc une institution qui aura un potentiel d'action important. Elle a été créée sans aucun doute avec des arrière-pensées du genre comme ça on n'aura pas besoin d'aller à Washington, on fera ça entre nous, nos conditions seront plus agréables, plus soft, et bien voilà, d'autres iront à Washington, mais nous et nos clients on fera ça d'une manière plus agréable. Ça, c'est l'idée de départ. Quelle sera la réalité? On sait depuis toujours qu'une banque doit quand même toujours poser des conditions si elle veut être remboursée. Et donc, qu'elle le veuille ou non, cette banque devra s'inspirer, sinon reproduire les conditions que la Banque mondiale impose avec ses prêts, tout simplement parce que sinon elle n'existerait plus. Cela dit, quelles que soient ces arrière-pensées et ce climat un peu, disons, de revanchard à l'égard des institutions de Bretton Woods, moi je crois que ça il faut relativiser ça. Moi je trouve qu'il est bon qu'il y ait une institution de plus qui soit là, prête à utiliser 100 milliards de dollars pour les pays pauvres et pour leur développement. Et donc, je dis, welcome on board, bravo, allons-y, mettez-vous au travail, travaillons ensemble. Il y a de la place pour tout le monde, et il vaudrait mieux que vous ayez 200 milliards plutôt que 100. Voilà, alors donc, cela dit, je connais bien, je vais souvent en Chine, c'est la Chine qui va apporter l'essentiel du capital de cette banque.
le problème, un des problèmes sous-jacents à la création de cette banque, c'est précisément ce problème de la réforme du système monétaire international, à laquelle la Chine est extrêmement attachée et auquel nous n'avons pas su répondre suffisamment jusqu'ici. Je crois qu'il faut dialoguer avec eux, et je peux vous dire que les Chinois, qui sont des gens toujours tout à fait réalistes, sont déjà en train de se demander quel type de coopération organiser avec la Banque mondiale, par exemple, tout simplement parce que pour ne pas perdre de temps. Quand vous créez une grande institution comme ça, avant, si vous la créez tout seul, avant de vous être organisé, avant de savoir comment organiser vos relations avec vos clients, eh bien ça prend beaucoup de temps. Si vous pouvez coopérer avec des gens qui font déjà ce métier depuis pas mal de temps, vous gagnerez du temps et vous éviterez les bêtises qu'on fait toujours au début d'une institution. Voilà donc comment je vois le problème, mais la seule chose que je regrette en ce moment, c'est que ça n'aille pas assez vite, parce que tout cet argent qui est mis dans ce pot commun vient des réserves de banque centrale de la région et des BRICS. Cet argent ne servait pas jusqu'ici au développement. Maintenant, il peut y servir, ne perdons pas de temps. Oui. Bonjour monsieur. Donc j'ai une question. Pensez-vous... Attendez, vous, qu'est-ce qui parle? D'accord, oui. J'ai une question. Pensez-vous qu'avoir accéléré la libéralisation des capitaux, alors que votre prédécesseur de la Rosière pensait que ce n'était pas la meilleure chose, était une bonne chose? J'ai tendance à penser que j'ai raison quand je fais quelque chose. Et d'autre part, Jacques de la Rosière a gouverné le Fonds monétaire international dans les années, au début des années 80. Moi, je l'ai gouverné après. Nous sommes des camarades très proches l'un de l'autre. Nous pensons exactement les mêmes choses. Simplement, moi j'ai pu faire des choses qu'il aurait aimé faire et qu'il ne pouvait pas faire. La libéralisation des mouvements de capitaux est un sujet qui est très idéologisé. En réalité, ni la Rosière ni moi-même n'avons jamais pensé qu'il fallait une liberté absolue des mouvements de capitaux, que ce soit totalement dérégulé comme Thatcher le voulait. Moi j'ai toujours pensé et j'ai demandé pour ça qu'on change le statut du Fonds monétaire international, qu'en 1945, on avait donné compétence au Fonds monétaire international pour les transactions de type monétaire, celles qui sont retracées dans la balance courante des balances des paiements, dans un monde qui est financiarisé. Maintenant, il faut que le pouvoir du Fonds monétaire international s'étende, pas pour diriger, mais en tout cas pour surveiller à la balance des capitaux. Et donc, pour ça qu'il faut changer ces statuts de telle manière que le Fonds monétaire puisse savoir ce qui se passe dans cette formidable sphère financière qui s'est développée dans les années 90, savoir fixer des règles et surveiller de telle manière que l'on n'aille pas de nouveau vers de nouveaux subprimes ou de nouvelles crises financières comme celle que nous venons de vivre. Dans cette perspective-là, il ne faut pas exclure les contrôles temporaires des mouvements de capitaux, contrôle d'échange. Simplement, il ne faut pas qu'ils empêchent ce qui est bon pour les pays, en même temps qu'on restreint ce qui est mauvais. Il s'agit de le faire d'une façon judicieuse, et c'est ce que le Fonds monétaire a cherché à faire, même si ses adversaires, comme le Premier ministre Mahathir en Malaisie, ont prétendu que le Fonds monétaire voulait tout interdire, ou plutôt interdire les contrôles de mouvements de capitaux. Une des raisons pour lesquelles le Fonds monétaire est réticent à l'encontre des mouvements, des contrôles d'échange, réticent en ce moment, mais il ne les interdit pas, c'est que le contrôle d'échange est efficace dans le très court terme,
mais très rapidement tourné, avec toutes ces structures type centre offshore, paradis fiscaux, etc. Et par conséquent, il aboutit à une situation détestable qui est celle dans laquelle les plus riches, les plus puissants peuvent échapper au contrôle, alors que les plus faibles les subissent. Et donc, il faut gérer ça avec beaucoup de finesse, en quelque sorte, mais il faut commencer par donner à une institution mondiale, je dis le Fonds monétaire parce que c'est celle qui est la plus préparée pour cela, les moyens et le pouvoir juridique de le faire. Bonjour. Oui, là, il y a deux mains qui se lèvent. Il faut que vous sachiez que nous sommes ici sous le feu des projecteurs et que nous avons beaucoup de mal à vous repérer. Oui. Bonjour. Bonjour. Vous avez parlé de l'Europe et du rapprochement économique des pays européens. Et moi, j'aimerais vous poser une question qui s'éloigne un peu de l'économie. Mais face au pessimisme latent des pays européens, pensez-vous qu'un rapprochement plutôt démocratique ou lié à la défense, tel que le prenaient les démocrates chrétiens sous la 4ème République, serait un bienfait pour lutter contre ce pessimisme? Vous me demandez ce que je pense d'une Europe de la défense. D'une Europe de la défense et d'une Europe plus diplomatique et liée de manière plus politique qu'économique. Oui. Écoutez, moi, c'est mon point de vue personnel. Hein, c'est pas le point de vue d'un spécialiste des questions diplomatiques ou politiques, mais je pense très fortement que, et les pères fondateurs de l'Europe pensaient comme ça, que l'Europe a démarré par l'économie, parce qu'il fallait la reconstruire. Et elle ne pouvait pas se reconstruire sans que des liens beaucoup plus forts qu'avant-guerre ne se créent entre les pays. Mais commencer par l'économie, ça ne veut en rien dire se limiter à l'économie. Et l'histoire, chaque jour, nous amène à élargir un peu l'horizon de l'Europe institutionnelle. Je pense en effet, par exemple, que l'Europe de la justice est une bonne chose. Je pense qu'un régime européen des migrations qui concilie les préoccupations humaines et la nécessité d'un fonctionnement ordonné du marché du travail serait une bonne chose et urgente à faire. Je crois aussi qu'une Europe de la défense permettrait d'économiser probablement de l'argent et de l'éducation des moyens militaires, et d'autre part pourrait contribuer à donner une identité plus forte à l'Europe. Je crois que les Européens, lorsque vous les observez aux Nations Unies ou dans les institutions mondiales, et j'ai eu quelques loisirs de le faire, comme vous l'imaginez, ils pensent presque tous la même chose. Ils sont extrêmement près les uns des autres, et lorsque vous les voyez par rapport aux autres pays, il est bien clair qu'il y a ce qui les réunit est extrêmement fort. Donc donner une expression politique à cette proximité est évidemment une bonne chose. C'est évidemment très difficile parce que l'Europe est quand même très diverse et il faut préserver cette diversité, mais aller progresser pas à pas vers une union plus grande, c'est ce à quoi l'histoire nous oblige. Je n'ai pas eu encore l'occasion de vous le dire, mais en matière monétaire, par exemple, nous allons, à moins de 10 ans d'ici, vers un univers monétaire qui ne sera plus centré sur les États-Unis, mais qui sera un univers polycentrique. Il y aura le dollar, évidemment, mais il y aura le renminbi chinois, qui sera une monnaie aussi forte que la monnaie chinoise. Il y aura le yen, il y aura l'euro, il y aura probablement la roupie indienne. Eh bien, si nous n'étions pas, nous, Européens, réunis dans une monnaie commune, nous n'existerions pas monétairement. Peut-être que l'Allemagne existerait un peu, mais ce serait une petite chose par rapport à tout le reste. Et donc, tout ce qui peut nous réunir nous permettra de participer à la définition de l'histoire du monde
alors que si nous restions chacun de notre côté, nous serions insignifiants. Alors il faut le faire en respectant les diversités, il faut le faire avec beaucoup de précautions, il faut le faire progressivement et en fonction des problèmes qui se posent, mais la direction est bien celle-là. Bonjour. Il y a un point qui m'a marqué dans votre discours, c'est que vous dénoncez ou vous plaignez, je ne sais pas, du désamour dont est l'objet de l'EFMI, notamment vis-à-vis des opinions publiques. Et au début de votre discours, vous me parliez aussi des trois mains, et je voulais savoir si ce désamour pourrait pas être lié au fait que le FMI a tendance à privilégier d'appliquer la main invisible plus que la main de la régulation ou la main de la solidarité. Écoutez, j'aime beaucoup votre question. Vous savez, non, je ne me plains pas beaucoup des critiques dans le Fonds monétaire et l'objet, je vous les ai expliquées. Il est le messager que l'on lapide, il est aussi le bouc émissaire auquel on a tendance à imputer les crimes de quelqu'un d'autre. Oublions tout ça. Est-ce qu'une des raisons de ce désamour ou de ce malamour se trouve dans le fait que le Fonds monétaire serait plus du côté de la main invisible que des deux autres mains? Je serais assez près de dire oui. Pourquoi? Parce que j'ai toujours déploré que la main de la solidarité ne soit pas suffisamment forte. Mais la main de la solidarité, elle n'est pas entre les mains du FMI. Le FMI la réclame, la suggère. Chaque fois qu'on réunit un groupe de pays au chevet d'un pays en difficulté, le Fonds monétaire est là pour demander, mettre en place la solidarité internationale. Et très souvent, elle n'est pas au rendez-vous parce que chacun de nos pays dit soit j'ai déjà donné, soit ce pays n'a pas de relation avec moi, et puis c'est le tour de quelqu'un d'autre de cotiser. Mais malheureusement, l'intensité de la solidarité dans le monde, hélas, ne dépend pas des organisations multilatérales. Elle dépend de chacun de nos pays et donc de nous-mêmes en tant qu'opinion publique capable d'influencer les choses du gouvernement. Alors cela dit, oui, je pense que le monde se serait porté mieux si nous avions respecté nos engagements de réaliser l'objectif de 0,7% du PNB pour l'aide publique au développement, si nous avions progressé davantage vers les objectifs du millénaire. Mais le dernier mot dans tout ceci n'appartient pas aux institutions multinationales, il appartient au gouvernement. Oui, c'est votre tour. Je crois. On a parlé tout à l'heure de votre rapport sur la croissance en 2004 qui était de chevet de M. Sarkozy. Oui, il aurait mieux fait de ne pas dire ça entre nous. Oui, je me demandais justement si vous trouviez qu'il était toujours d'actualité et surtout, quelle nouvelle proposition vous feriez aujourd'hui si vous aviez à écrire ce rapport? Écoutez, quand vous écrivez un rapport, vous demandez 100 jours pour l'écrire. C'est du moins ce que j'avais dit à l'époque à M. Sarkozy. Et j'avais demandé aussi la liberté totale de choisir les gens avec qui je l'écrirais. Ceci m'avait été accordé. Puis j'ai écrit ce livre qui est devenu le sursaut, ce rapport, et Sarkozy a eu la mauvaise idée de dire c'est mon livre de chevet, ça va être mon manifeste de campagne. Ça a suffi pour que personne dans l'opposition ne lise ce rapport qui était pourtant voulu pour convaincre les Français de chercher le plus possible de consensus droite-gauche sur des sujets qui sont des sujets de société ou des sujets essentiels au redressement de l'économie. Donc j'ai quelques sentiments de frustration au sujet de ce rapport et du comportement à l'époque de celui qui était ministre des Finances, mais ça n'a pas grande importance. Alors, est-ce que j'écrirai le même rapport aujourd'hui? Quand on me pose cette question dans les dîners avec mes amis, j'ai tendance à leur dire « Oh, vous savez, ce rapport est une actualité absolue puisqu'on n'a rien fait pour le mettre en œuvre. » C'est un peu facile.
En réalité, quelques mesures ici ou là ont été adoptées. Malheureusement, beaucoup de questions de fond recommandées par ce rapport n'ont pas été en effet mises en œuvre et je crois que les gouvernements successifs ont perdu de bonnes occasions de le faire au point qu'aujourd'hui, mais maintenant 10 ans après, on voit ressurgir ces idées à travers, un peu émasculées d'ailleurs, à travers les propositions de M. Macron ou de M. X ou Y. Mais il est bien vrai que quelques-unes des intuitions centrales de ce rapport, comme la nécessité d'agiliser l'État, et c'est peut-être celle-là que je retiendrai le plus, reste essentielle. Retenez simplement un seul chiffre. Lorsque vous comparez l'état de la protection sociale entre la France et ses pays voisins, nous sommes toujours très fiers de ce que nous faisons, mais en réalité, c'est à peu près équivalent, à peu de choses près. Sont plutôt un peu plus protecteurs, mais pas tellement plus. Or, chez nous, la protection sociale coûte 10 points de PNB de plus que chez les autres. Ce qui veut dire donc que l'administration publique, l'administration de la protection sociale au plan le plus général, et je suis pour la protection sociale, sont le lieu de beaucoup de gaspillage, de beaucoup d'inefficacité. 10 points de PNB, vous savez, c'est beaucoup, c'est pas à vous que je m'en vais l'expliquer, n'est-ce pas et 10 points de PNB pendant 10 ans, vous voyez la différence que ça aurait fait si on avait suivi ces propositions à ce moment-là. Alors évidemment, on n'aurait pas pu du jour au lendemain diminuer de 10 points de protection sociale. Il aurait fallu en effet rationaliser beaucoup, mettre beaucoup plus d'efficacité dans les méthodes de gestion, simplifier drastiquement les choses. Mais nous disions aussi dans ce rapport, et il y a tout un chapitre qui explique, qu'un tel effort, d'autres l'ont fait. Et nous expliquions ce que la Finlande avait fait, ce que la Suède avait fait, ce que le Canada avait fait, ce que la Grande-Bretagne avait fait. Et ces pays-là s'en sont sentis beaucoup mieux et on n'a pas eu de réduction sociale dans ces pays. Malheureusement, dans notre pays, nous sommes beaucoup plus près à la révolution qu'à la réforme, et à la réforme persévérante. Et donc, voilà, si j'avais aujourd'hui à réécrire un rapport de ce genre, je ne me contenterai pas de décalquer celui-là, mais je dirais certainement que l'effort pour agiliser l'État, l'effort pour chercher des consensus transpartisans sur des questions majeures, des efforts pour poursuivre la marche raisonnée vers plus d'intégration européenne, des efforts pour renforcer notre coopération avec l'Afrique, francophone en particulier. Tout ceci, oui, je le répéterai. C'était une dernière question, mon enfant. Bonsoir. J'aimerais savoir pourquoi est-ce que FMI a échoué en Afrique. Voulez-vous parler avec le micro plus près de... Oui, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que le FMI a échoué en Afrique. Le FMI a échoué. Pourquoi est-ce que le FMI a échoué en Afrique? Bien. Alors, je voudrais d'abord vous faire remarquer, mon cher ami, qu'il n'est pas certain du tout que le FMI ait échoué en Afrique. Et comme vous venez, je pense, d'un pays de la zone franc, je me permettrai de vous faire remarquer qu'il y a dans ce livre un chapitre très important qui est consacré à la dévaluation du franc CFA, dont vous vous souvenez qu'elle s'est produite en janvier 1994. Ce n'est pas le FMI qui parle, ce sont les Nations Unies. Pendant les 15 années qui ont précédé cette opération dans laquelle le Fonds monétaire a pris des responsabilités essentielles, les pays de la zone franc se sont appauvris par tête d'habitants d'une manière continue. Vous le savez certainement très bien. Depuis cette opération et jusqu'à nos jours, le revenu par tête d'habitant n'a fait que s'accroître
en étant devenu positif immédiatement et s'est accru par la suite. Et vous savez certainement que depuis 3 ans, l'Afrique est le deuxième continent au monde par son taux de croissance. Le taux de croissance n'explique pas tout, le taux de croissance ce n'est pas le bonheur, mais avoir inversé ainsi le sens du taux de croissance dans ce continent auquel j'ai consacré le meilleur de mon énergie, je le dis avec peut-être trop de vanité, eh bien, avoir inversé le signe du taux de croissance ne signale pas, à mon avis, un échec. Ce n'est pas un succès, ce n'est pas le succès que nous aurions voulu, ce n'est pas le succès que l'Afrique méritait certainement, mais c'est beaucoup mieux qu'un échec. Alors, on va conclure sur cette conférence avec cette fin quelque peu polémique. Oh non, pas du tout. En tout cas, un sujet très vaste. J'espère tout à l'heure pouvoir aborder un petit peu avec votre camarade africain, et je pense qu'il a bien fait de me poser des questions de manière un peu polémique pour me faire réagir, mais je suis persuadé que nous ne sommes pas loin de penser la même chose. Je tenais à remercier en tout cas toutes les personnes qui ont assisté à cette conférence, notre partenaire Mazar, les membres de l'équipe Forum, et bien évidemment M. Michel Cantu qui était avec vous cet après-midi. De nous suivre pour poursuivre pourquoi pas l'échange avec M. Cantu et en tout cas découvrir ce très joli bouquin. Merci à vous.